Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir un ami philosophe qui est très compétent en matière de métaphysique, qui a écrit beaucoup de livres en défense de la foi chrétienne et aussi en matière philosophique pour défendre les preuves de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle la théologie naturelle. Il s'appelle Frédéric Guillot et donc il a publié ce livre Dieu existe, arguments philosophiques en 2013 aux éditions du Cerf sur les preuves de l'existence de Dieu en métaphysique en faisant juste appel à la raison sans présupposer la foi. Donc très bon livre, je vous conseille de le lire, de l'acheter. C'est un excellent livre sur comment dire, le débat académique actuel sur les preuves de l'existence de Dieu en philosophie. Puis 2 ans plus tard, il a publié Catholics Reload, un essai sur la vérité du christianisme pour montrer que historiquement, la foi chrétienne est crédible et qu'il y a de bons arguments en faveur de l'historicité des évangiles, de la divinité, de la résurrection du Christ et d'autres. Donc n'hésitez pas à le lire aussi. Et enfin, récemment, son livre Et si c'était vrai, publié aux éditions Marie-Nazareth, qui est un compilé de petits articles apologétiques sur des thèmes divers. Mais aujourd'hui, le thème qui nous intéresse en particulier, c'est l'argument cosmologique du calame. Alors peut-être que certains qui suivent la chaîne connaissent cet argument, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. L'argument du calame, c'est un argument qui vise à montrer que l'univers a eu un commencement, que le passé ne peut pas être infini. Et Frédéric Guillot, dans un de ses derniers articles, a trouvé de nouvelles voies, de nouveaux arguments que l'on pourrait utiliser pour essayer de montrer la finitude du passé, pour montrer que l'univers a nécessairement un commencement. Et donc, il va nous expliquer ce dont il est question aujourd'hui. Bonjour Frédéric et merci d'être là. Bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. Alors, Eh bien, alors comment? vas-y, commence à nous expliquer Voilà. déjà ce qu'est le calame, nous faire un petit rappel, et puis nous Ouais. expliquer tes nouveaux arguments pour défendre la finitude du passé. Bien. Alors, un petit rappel. L'argument du calame, c'est l'argument qui consiste à soutenir l'existence de Dieu en se fondant sur le fait que l'univers a un commencement. Un commencement, c'est-à-dire qu'un commencement radical, hein, c'est-à-dire un commencement du temps. Le temps lui-même aurait une limite dans le passé, de telle sorte que on ne peut plus remonter plus loin, et qu'il faut tout de même une cause, et on réfléchit à ce qu'est cette cause, et on se rend compte que c'est une cause très particulière. On l'appelle le kalam parce que c'est un argument qui a été très prisé par les théologiens islamiques au Moyen Âge, kalam voulant dire théologie en arabe, en tout cas étude théologique. Voilà comment se présente l'argument. Il est très simple dans son énoncé. Tout ce qui commence d'exister a une cause, c'est la prémisse la plus facile à admettre. Je pense que la plupart des auditeurs ont l'intuition que ceci est vrai. Bon, on ne va pas s'y consacrer beaucoup aujourd'hui, mais je peux vous assurer, disons que ceux qui essayent de casser cette prémisse pour démontrer qu'elle serait fausse, eh bien, se cassent quand même pas mal les dents. Alors, la deuxième proposition, c'est que tout univers spatio-temporel a un commencement. Alors ça, c'est l'objet qui va nous retenir aujourd'hui. C'est l'idée, donc, c'est l'affirmation selon laquelle l'univers a un commencement radical, c'est-à-dire un commencement absolument précédé de rien du tout. En tout cas, de rien de temporel, rien de spatial. Une butée absolue dans le temps physique en arrière. Alors, si ces deux propositions sont vraies, savoir que tout ce qui commence d'exister a une cause et que l'univers spatio-temporel a nécessairement une cause, un commencement, pardon, eh bien, il s'ensuit logiquement que l'univers a nécessairement une cause. Vous me direz, certes, admettons, mais enfin, pourquoi serait-ce Dieu? Bon, alors ça, c'est le travail d'analyse conceptuelle de ce que peut bien être la cause de toute réalité spatio-temporelle. C'est l'analyse de ce concept qui nous mène à la conclusion complète, hein, qui est que cet être, cette cause, est nécessairement non spatio-temporelle, c'est-à-dire non spatiale, non temporelle, et infiniment puissante, puisque elle doit avoir créé, cette cause, produit toute la réalité spatio-temporelle à partir de rien. Ce qui est une assez bonne définition de la création
au sens théologique. Bon, la création, ça a aussi un sens philosophique, c'est le même. Et ici, théologie et philosophie se rejoignent, si on comprend bien la conclusion. Bon, on pourrait parler de ça assez longtemps, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la prémisse numéro 2, qui est la plus discutée, celle qui fait l'objet de plus de recherches. Et cette prémisse, donc, peut être soutenue par deux types d'arguments. Des arguments scientifiques, ça, je pense que les auditeurs ils sont bien habitués. On entend souvent dire que le Big Bang, c'est le commencement absolu de l'univers. C'est la preuve empirique, ou en tout cas scientifique, puisqu'on ne l'a pas sous les yeux quand même, mais sinon sous forme des traces dans le rayonnement cosmologique. Mais c'est la preuve scientifique que l'univers a eu un commencement qui semble bien être un commencement radical, c'est-à-dire un commencement de l'espace-temps lui-même, pas de quelque chose dans l'espace-temps, de l'espace-temps lui-même, de telle sorte qu'il est plus possible de dire ah bah avant il y avait peut-être non, il n'y a pas d'avant si c'est le début du temps. Bon, mais il y a aussi des arguments philosophiques, proprement dit, à l'appui de cette prémisse. Ces arguments-là, par définition, ne se fondent pas sur les recherches scientifiques, sur la cosmologie relativiste et tout ça, et tout ce genre de choses. Ils se fondent sur des arguments logiques qui essayent de réfléchir en principe, a priori, absolument, sur ce que présuppose, ce qu'implique l'idée d'un passé qui serait infini. Est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas? Et il existe des arguments philosophiques pour tenter de démontrer que ça n'est pas possible, que le passé ne peut pas être infini, pour des raisons absolument contraignantes qui, de ce fait d'ailleurs, s'imposeraient, si je puis dire, à la science, en ce sens que ça délimiterait a priori, d'un point de vue logique, ce que la science pourra bien découvrir. Bon, alors c'est à ce genre d'argument que je voudrais me consacrer aujourd'hui. Alors, il existe beaucoup d'arguments philosophiques, en tout cas plusieurs familles d'arguments philosophiques visant à démontrer que le passé est nécessairement fini, qu'il a un commencement. Vous avez des arguments qui sont, disons, arithmétiques ou qui se fondent sur l'idée de traversée infinie. Est-ce qu'une traversée infinie est possible ou pas possible? Ce n'est pas à ce genre d'argument qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Je voudrais m'intéresser à des arguments un peu plus restreints, disons, enfin, qui déterminent un peu plus précisément le genre de série infinie auquel on a affaire. Ce sont des arguments qui s'intéressent à la causalité, à savoir, est-ce qu'une série causale peut être infinie? Une série causale, c'est-à-dire un enchaînement de causes et d'effets qui se conditionnent les uns les autres. Est-ce que ceci peut être, absolument parlant, est-ce qu'on peut concevoir ça comme étant infini? Alors, ça a un rapport étroit avec notre question. Ça nous rapproche même un peu plus de la question de l'univers, puisque précisément, l'univers, on peut sans trop se tromper, le penser comme un ensemble de séries causales. Ce n'est pas simplement des séries de graduations abstraites, l'univers. L'univers, c'est une histoire qui se déroule. Et l'histoire, c'est du changement, évidemment. Le changement, ça présuppose de la causalité. Et le changement, par ailleurs, ça a une sorte de mesure, d'épiphénomène, qui est ce qu'on appelle le temps. Le temps n'existe que parce qu'il y a du changement. C'est une vieille idée d'Aristote, mais enfin qui se tient bien, si vous voulez, et qui est largement considérée comme bonne. Le temps est la mesure du changement. Et le changement suppose la causalité. Et le monde, qu'est-ce que c'est d'autre que une énorme série causale, très complexe, très ramifiée, si vous voulez, mais enfin, bon, ce sont des séries causales. Si on s'intéresse aux séries causales, en se demandant si elles peuvent être infinies, on est par là même amené à résoudre, par implication, la question du passé infini. Puisqu'évidemment, si on découvre qu'il n'est pas possible qu'une série causale soit infinie, eh ben on aura démontré par là même que
temps ne peut pas être infini, et que le passé, en l'occurrence, ne peut pas être infini, puisqu'il n'est qu'un effet dérivé, si je puis dire, du changement, du déroulement causal des choses. Voilà l'objet, disons, l'objet de la recherche. Donc, je résume hein, pour ceux qui n'auraient pas compris en deux phrases. Donc, ce que vous dit Frédéric Guillot, c'est que le temps, c'est la mesure du mouvement. Le mouvement implique un changement. Et le changement, en fait, c'est une relation causale. Dès que vous avez du changement, c'est forcément une relation causale. Donc, en fait, la question de l'éternité de l'univers, elle peut se ramener à la question de savoir s'il peut y avoir une chaîne causale d'infini, puisqu'il y a un lien intrinsèque entre le temps, le changement et la causalité. Voilà ce que c'est bien ça. Hein. Tout à fait, c'est parfaitement clair. Alors, à l'appui de la thèse selon laquelle eh bien, une série causale ne peut pas être infinie, eh bien, il y a deux arguments que je voudrais examiner aujourd'hui. Il y a l'argument que j'appelle œuf-poule, vous allez voir pourquoi, et l'argument qu'on peut appeler l'argument des débiteurs insolvables ou de la série impotente. Vous allez voir aussi de quoi il s'agit. Il y a quand même un point commun, c'est que donc, ces arguments visent à montrer que une régression causale, hein, c'est-à-dire un recul indéfini de cause en cause, mène à des contradictions logiques. Il s'agit donc de deux arguments qui sont des réductions ad absurdum, des réductions à l'absurde. On prend une hypothèse, on examine les conséquences logiques et on se rend compte qu'elles sont contradictoires. Dans ces cas-là, en bonne philosophie, en bonne logique ou en bonne mathématique, on en déduit qu'il doit y avoir un problème dans les prémices. Et la prémisse, c'est-à-dire la proposition de départ qui pose un problème, c'est l'hypothèse selon laquelle la série peut être infinie. Okay. Alors ça, c'est le schéma. Après, l'argument, il se prononce. Alors peut-être ne le lisez pas, je vais vous le raconter. On peut le présenter de la façon suivante. D'abord, on rappelle une sorte d'axiome, c'est que rien ne peut être cause de soi-même, c'est ce que je viens de vous expliquer, et on précise qu'il s'agisse des individus, pris un par un, ou bien des collections. Un ensemble ne peut pas se causer lui-même. On peut admettre cet axiome, il n'est pas très exigeant, et après, on commence. L'hypothèse, on l'établit, enfin on la décrit. L'hypothèse, c'est qu'il existe une série causale, il peut exister une série causale infinie. Si une série causale infinie est possible, alors il est possible de construire, si vous voulez, une suite infinie de poules et d'œufs qui se causent les uns les autres indéfiniment. C'est-à-dire, une poule pond un œuf, l'œuf produit une poule, la poule pond un œuf, etc. Indéfiniment depuis un passé infini. Ça doit être possible si une série causale infinie est possible. Alors, si ça vous embête de penser à des poules et des œufs, pensez à des choses abstraites, c'est pas grave. En tout cas, il y a un monde possible où ce serait possible. Et simplement, si une telle chose est possible, on remarque tout de suite que, puisque pour tout œuf, il y a une poule et pour toute poule, il y a un œuf, on peut dire que l'ensemble des poules est causé par l'ensemble des œufs. D'accord? Toutes les poules sont causées par tous les œufs. Mais tous les œufs sont causés par toutes les poules. Et donc, par transitivité, toutes les poules sont causées par toutes les poules. Et ça fait que on arrive à la conclusion que l'ensemble grand P des poules est causé par l'ensemble grand P des poules. C'est-à-dire P cause P. Causalité circulaire. Si on vous demande qu'est-ce qui cause les poules, vous pourrez dire dans un premier temps, les œufs. Après, on vous dit, ah oui, et les œufs, qu'est-ce qui cause les œufs? Les poules. Ah bon, donc tu viens de m'expliquer qu'en fait, ce qui cause les poules, c'est les poules. Pourquoi existe-t-il des poules? Parce qu'il existe des poules. Et là, évidemment, normalement, vous commencez à comprendre que l'explication qu'on vous donne est parfaitement vide. Non seulement elle est vide, mais elle est contraire à l'axiome qu'on avait mis en haut, qui était que une collection ne peut pas se causer elle-même. C'est contraire au principe qu'on a admis tout à l'heure. Donc, l'hypothèse doit être fausse.
il ne peut pas exister un nombre réellement infini de causes et d'effets enchaînés depuis un passé infini. Une régression causale est impossible. Infinie est impossible, pardon. Voilà l'argument. Voilà, donc je résume l'argument pour ceux qui l'auraient pas compris. L'idée, c'est que on suppose que le passé infini est possible, qu'il est vraiment possible qu'il existe une série causale qui remonte dans le passé indéfiniment. On dit, bah, très bien, si le passé infini était possible, alors il serait possible d'avoir une série causale de type œuf, poule, œuf, poule, œuf, poule, œuf, poule, depuis un passé infini. Chaque jour, une poule pond un œuf, etc. Et donc là, bah, on aurait une régression causale œuf, poule, œuf, poule, œuf, poule infinie. Et quand on pose la question, bah oui, mais pourquoi est-ce que les poules existent? Comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, la seule réponse, c'est parce que les œufs existent. Et quand on pose la question, pourquoi est-ce que les œufs existent? Bah, la réponse, c'est parce que les poules existent. Et donc, finalement, on retombe dans une causalité circulaire. Les poules existent parce que les poules existent. Et donc, P se cause lui-même. Et donc, on a montré une régression infinie de cause en cause peut se réduire à une causalité circulaire. Et ça, bon, on a pris l'exemple des poules et de l'œuf pour rigoler, mais vous pouvez abstraire ça et prendre toute série causale et dire, ben, dans toute série causale, vous avez les termes pairs et les termes impairs de la série. Bon, bah, l'ensemble des termes pairs auront été causés par les termes impairs et l'ensemble des termes impairs auront été causés par les termes pairs de la série. Donc, pareil, vous avez le même genre de causalité circulaire et vous n'avez pas d'explication de l'existence de la série en question. Voilà en substance l'argument de Frédéric. Voilà. Donc, cet argument montre au minimum que une telle régression ne peut pas rendre raison de l'existence de la série. En tout cas, donc, je pense que l'existence d'une série infinie ne peut pas s'expliquer par ces processus internes. Bien. Alors, ça, c'est un premier argument. Je voudrais aller au deuxième argument, qui est celui de la série impotente, donc la série impuissante, hein, que j'appelle aussi les débiteurs insolvables. Vous verrez pourquoi. Alors, tout part, il y a un point de départ. Cet argument un peu historique et doctrinal. C'est une distinction scolastique qui est très classique, très présente dans les débats sur la causalité, sur l'argument cosmologique, etc. C'est une distinction scolastique, donc du Moyen Âge, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans la littérature spécialisée. Distinction qu'on doit à saint Thomas d'Aquin et à Duns Scott. Et c'est la distinction entre deux sortes de séries causales. Les séries causales essentiellement ordonnées, d'un côté, et les séries causales accidentellement ordonnées de l'autre. Alors, on va les définir. On va les définir telles que les définissent les scolastiques, et puis après, je verrai qu'à mon avis, il faut modifier un petit peu la définition, parce qu'elle n'est pas tout à fait satisfaisante. Alors, les séries essentiellement ordonnées, SEO, hein, sont des séries de causes et d'effets simultanées, qui interviennent simultanément, elles ne sont pas étendues dans le temps, et où chaque terme produit l'actualisation du pouvoir causal du terme suivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque terme opère l'acte de causalité du terme suivant. Par exemple, l'exemple typique de saint Thomas d'Aquin, c'est tout bête, une main qui tient un bâton, qui pousse une pierre, et puis la pierre peut pousser autre chose. Enfin, bref, vous faites ça autant que vous voulez. Dans une série causale de ce genre, la main est une cause, le bâton aussi, la pierre peut en être aussi une. Tout ça, c'est des causes, c'est aussi des effets. C'est-à-dire que il y a un effet du bâton sur la pierre, par exemple, et puis un effet de la main sur le bâton. Mais tout ça a lieu en même temps. Vous voyez, c'est une série causale simultanée. On peut la dire verticale ou hiérarchique. Tout ça se passe au même instant du temps. Et l'influx causal se transmet de cause en cause, de telle sorte que chaque terme produit l'actualisation du pouvoir causal du terme suivant. Le pouvoir causal, c'est que le bâton, il a un certain pouvoir causal, il peut faire des choses, mais simplement, il faut actualiser ce pouvoir par un influx causal qui vient d'au-dessus, et lui-même, il peut actualiser le pouvoir causal de la pierre qui va aller casser un carreau, etc. Je ne sais pas quoi. D'accord ?
Donc, vous avez simultanéité et transmission et d'un pouvoir causal et actualisation du pouvoir causal à travers la série. Alors, il y a plein d'exemples qui reviennent souvent, qui sont très, très simples pour se figurer ça. Les wagons, par exemple, vous voyez des wagons, un wagon avance, vous demandez pourquoi le wagon avance, le wagon avance parce qu'il est tiré par le wagon contigu, évidemment, et le wagon contigu, parce qu'il est tiré par le wagon contigu, bon, ok. Tout ça se passe au même moment, hein. Si un wagon s'arrête, tous les wagons s'arrêtent. Et puis, donc ça, c'est un exemple de série essentiellement ordonnée. Vous avez aussi le conditionnement vertical, qu'on appelle dans la littérature philosophique le grounding, donc la fondation. Donc là, ce n'est pas des causalités forcément efficientes, ça peut être des causalités de type matériel. Par exemple, vous voyez, mon existence, elle est conditionnée à mon environnement physico-chimique, qui lui-même est conditionné par les lois de la nature fondamentales. Tout ça se conditionne verticalement dans l'instant. Si les lois de la nature cessaient d'opérer, de s'appliquer, de régir l'univers à un instant, eh bien, moi, toute la série, si vous voulez, des conditions qui mènent jusqu'à moi, dans cet instant, s'annihilerait et moi avec. D'accord ? Bien. Donc, vous voyez ce que c'est qu'une série essentiellement ordonnée selon saint Thomas d'Aquin. La thèse de saint Thomas d'Aquin à ce propos, c'est que toute série essentiellement ordonnée a nécessairement un premier terme. Elle ne peut pas être infinie. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, une telle série, si elle devait être infinie, d'accord, supposerait l'existence simultanée d'un nombre réellement infini d'entités. Or, saint Thomas avait des raisons, par ailleurs, de refuser l'existence d'un infini actuel. Par actuel, je veux distinguer cet infini de l'infini potentiel, qui est l'infini, vous voyez, vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais et qui n'est jamais vraiment infini. Et puis, il y a l'infini actuel. L'infini actuel, c'est l'existence simultanée d'une multitude réellement infinie de choses. C'est-à-dire dont le cardinal, si vous voulez, le nombre qui les compte, le cardinal est égal au cardinal de tous les entiers naturels. Les entiers naturels, non seulement il y en a beaucoup, mais il y en a un nombre réellement infini. Bon. Saint Thomas était contre l'idée qu'il puisse exister réellement un nombre infini de choses. Comme une série infinie simultanée suppose ça, évidemment, il estimait ça impossible. Et puis, il avait un autre motif, qui est plus intéressant à mon avis, qui était que dans une série verticale, comme ça, de cause et d'effet enchaînés, dans une série infinie, tous les termes n'ont d'efficacité que dérivée. D'accord ? Parce que chacun est mis en action par un autre. Mais si vous n'avez que des termes de genre dans cette série, la série tout entière n'a pas d'efficacité. Puisqu'en fait, aucun membre n'a d'efficacité par lui-même. OK ? Donc saint Thomas disait, il faut accrocher votre chaîne à un plafond, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne dépende pas d'un autre terme pour avoir son efficacité. Sinon, toute la série est vide. C'est comme un canal, si vous voulez, qui serait infini, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Ça ne peut pas être qu'un canal de transmission sans rien à transmettre. OK ? Bon. Alors, les SEO, les séries essentiellement ordonnées ainsi conçues par saint Thomas, sont le point d'accrochage, c'est le cas de le dire, de son argument cosmologique. Pour saint Thomas, on remonte à Dieu à partir de la considération des conditionnements verticaux de toute réalité. Pour lui, l'argument cosmologique, ça n'a rien à voir avec la recherche d'un commencement dans le temps, vous voyez, c'est dans l'instant. Il dit simplement, saint Thomas, que la série des conditions qui font que j'existe, par exemple, cette série ne peut pas être infinie, elle est nécessairement finie, et au sommet de ces conditions, il y a l'acte pur, Dieu, etc. Je ne m'arrête pas, c'est juste pour vous faire le schéma. Alors, maintenant, il y a les séries accidentellement ordonnées.
Alors là, c'est différent. C'est des séries de causes et d'effets qui sont successifs, étalés dans le temps. Plus classique, en fait. Nous, on est plus habitué à penser à ça dans la vie courante. Les causes et les effets, on imagine ça temporellement. Ben voilà, c'est ça. Série accidentellement ordonnée, où chaque terme produit au maximum l'existence et les pouvoirs causaux du terme suivant, mais pas l'actualisation du pouvoir causal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour saint Thomas, ça veut dire que chaque terme peut produire l'existence du terme suivant, mais il ne le met pas en action forcément. D'accord? Il le produit avec, y compris tous les pouvoirs qu'il a, mais le terme produit est capable d'agir sans que l'autre soit là pour le conduire à l'action. Alors, saint Thomas prend des exemples tout à fait classiques. Il y en a deux chez lui, qu'on retrouve tout le temps. Les coups de marteau du forgeron. Donc, saint Thomas dit, bah voilà, un forgeron qui donne des coups de marteau sur un objet, l'objet est l'effet d'une série causale de coups de marteau, bien sûr. Il y a une série de coups de marteau étagés dans le temps. Ils sont successifs. Et le résultat final, bah, ça va être la pièce forgée. Bon, voilà. Et puis, il donne un autre exemple, qui est la suite des générations. Donc, il dit, la suite des générations, c'est l'engendrement, hein, voilà, des hommes les uns après les autres. Et saint Thomas dit, ça aussi, c'est une suite, c'est une série accidentelle. Pourquoi? Parce que les termes n'existent pas en même temps, oui, évidemment, en tout cas pas très longtemps. Et ils peuvent continuer d'agir, de se reproduire, par exemple, quand les causes qui les ont produits n'existent plus, par exemple. C'est différent de ce point de vue, effectivement, de la série verticale où tout existe en même temps et où l'action de tous est nécessaire à l'instant. Là, les termes précédents peuvent avoir disparu depuis très longtemps. Les termes produits continuent d'agir. Et la grande thèse de saint Thomas est que les séries accidentellement ordonnées peuvent être infinies. Ça ne pose pas de problème. C'est pourquoi d'ailleurs, il affirme, parce qu'il pense que le monde est une série accidentelle, que le monde peut être éternel. C'est possible. Il ne dit pas que c'est le cas, parce qu'il a d'autres raisons de penser que ce n'est pas le cas, à savoir la révélation biblique. Mais d'un point de vue purement philosophique, saint Thomas dit le monde pourrait très bien être éternel, le passé pourrait être infini. Parce que c'est une SAO. Alors pourquoi c'est possible qu'il soit infini? Il a deux raisons principales. La première, c'est qu'il n'y a pas l'inconvénient de l'infini actuel, d'après saint Thomas, puisqu'effectivement, si les causes et les effets sont étalés dans le temps, eh bien, tout n'existe pas en même temps, hein, par définition, et donc, on n'a pas sur les bras un infini actuel qui existe. Donc donc pas d'inconvénient de ce point de vue. Et son autre idée, et que je trouve un peu moins claire, c'est qu'il n'y a pas de dépendance à l'égard d'un terme premier. On n'a pas besoin d'un terme premier, car les termes peuvent agir seuls, sans l'action simultanée de tous les autres. Donc, pas besoin d'un premier. Bon, ça, c'est la distinction classique. Alors, je vous ai fait tout cet exposé parce qu'elle est absolument partout, et donc c'est difficile, je pense, de l'ignorer. Mais, à mon avis, il faut critiquer cette distinction. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment bien solide. D'abord, il existe des séries temporelles avec actualisation du pouvoir causal de chaque terme, comme dans la série verticale. Un exemple tout bête, c'est les dominos. Vous prenez les dominos qui se couchent les uns sur les autres. Vous avez vu ça sûrement, comme tout le monde. Eh bien, réfléchissons. Il s'agit d'une série où l'actualisation du pouvoir renversant de chaque domino est réalisée par le terme précédent. Non pas d'ailleurs l'existence. Les dominos ne se causent pas les uns les autres. Ils ne causent pas leur existence. Ils ne se dotent pas de pouvoirs causaux les uns les autres. Non, ils actualisent leur pouvoir causal les uns les autres. Ce que sont censées faire uniquement les séries verticales. La preuve que non. Donc, un domino ne tombe que si le précédent l'a fait tomber.
ça ne colle pas avec la distinction. Ensuite, il existe des séries temporelles sans dépendance entre les termes. Bah oui, d'ailleurs, saint Thomas en donne un exemple. Les marteaux, là, les coups de marteau ne dépendent pas les uns des autres. Pas du tout. Donc ça, c'est une série où il n'y a aucune dépendance entre les termes. Et surtout, donc l'argument majeur que j'ai contre cette distinction, si je puis dire, en tout cas son caractère probant pour notre affaire, utile pour notre affaire de série infinie ou pas, c'est que l'argument de saint Thomas contre la possibilité des séries essentielles infinies s'applique aussi, à mon sens, aux séries accidentelles infinies dont les termes dépendent les uns des autres. Voilà. Donc, je pense, et alors on va le voir tout de suite, l'argument, je pense qu'en fait, les séries accidentelles dans le vocabulaire de saint Thomas, c'est-à-dire les séries temporelles, tombent sous le coup de l'argument qu'il a contre les séries simultanées, essentielles. Ce qui me porte à redéfinir la distinction, et après je passe à l'argument. À mon sens, il faut nommer séries accidentellement ordonnées les séries de causes temporellement ordonnées qui ne dépendent pas les unes des autres, mais qui dépendent d'une seule et même cause. Comme les coups de marteau dépendent du forgeron. Et ces séries peuvent être infinies. Je veux bien en convenir. Ok. Là, j'ai mis une petite phrase de saint Thomas. Toutes les causes multipliées en nombre infini tiennent la place d'une cause unique et ne sont multipliées que par accident. Voilà, alors c'est ça, une série accidentellement ordonnée. C'est une série où toutes les causes ne sont multipliées, disons, que par accident, par une cause unique qui les fait intervenir l'une après l'autre, mais sans qu'elles aient de liens causaux entre elles. Et puis, j'appellerais séries essentiellement ordonnées les séries de causes simultanées ou successives qui dépendent les unes des autres de manière asymétrique et transitive pour l'existence, le pouvoir causal et ou l'actualisation du pouvoir causal. Et celles-ci, elles ne peuvent pas être infinies. Ok? Mathieu, tu m'entends? Oui, oui, c'est très clair. Donc, je résume pour ceux qui n'auraient pas compris. Là, Frédéric propose de redéfinir ce que les termes série accidentellement ordonnée et série essentiellement ordonnée. En fait, en gros, pour résumer, hein, Saint Thomas attribuait comme critère pour appartenir aux séries essentiellement ordonnées le critère de simultanéité. Il disait qu'à partir du moment où la série causale était simultanée, donc on a vu avec l'exemple du bras qui fait bouger le bâton, qui fait bouger la pierre. Bon, ça, il disait que c'était essentiellement ordonné parce qu'il y a le critère de simultanéité. Mais ce que dit Frédéric, c'est que en fait, c'est pas le critère de simultanéité qui est si important, c'est le critère de dépendance causale, que ce soit simultané ou successif. Donc, c'est pas tant le côté simultané qui importe, c'est vraiment le côté de dépendance causale. Et donc, pour déterminer si une série rentre dans le cadre des essentiellement ordonnés, il faut voir s'il y a une dépendance causale terme à terme, ou si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, alors ça sera accidentellement ordonné, comme le coup de marteau. Quand on fait des coups de marteau, eh ben, c'est successif, c'est une même personne qui fait des coups de marteau comme ça, mais il n'y a pas de dépendance terme à terme dans la série. Par contre, les dominos qui se font tomber les uns les autres, là, il y a une dépendance terme à terme. Et à cause de ce critère de dépendance, ça appartient en réalité aux séries essentiellement ordonnées. Voilà, en substance. Voilà, tout J'ai à bien fait. compris. Bon, donc, de ce fait, eh bien, vous voyez, quand on prend les deux exemples que saint Thomas donne, ce qui est assez surprenant, de séries accidentellement ordonnées, à savoir les coups de marteau et les générations, eh bien, les coups de marteau restent dans les séries accidentelles, aucun problème, mais les générations me semblent devoir passer du côté des séries essentiellement ordonnées, puisque précisément, chaque membre de la série des générations hérite son pouvoir reproducteur. Il ne l'a pas lui-même, il lui est donné, et donc il en fera usage, certes, mais il l'hérite. Il y a une héritabilité du pouvoir causal qui se transmet tout le long de la ligne, et qui fait que, à mon sens, on est dans une série essentielle.
Je passe. Alors, l'argument de la série impotente, donc la série essentielle, hein, la série essentiellement ordonnée infinie, je pense qu'elle est donc impotente. Pourquoi? Eh bien parce que, admettons qu'il existe une série causale essentiellement ordonnée infinie, qui est par elle-même un certain pouvoir causal, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'obtenir, là, sous mes yeux, un effet. Bien, un domino tombe. D'accord. Dans une série, deuxième proposition, dans une série essentiellement ordonnée infinie, tout membre hérite et transmet son pouvoir causal. Aucun membre ne l'a par lui-même. Il y a des conditions nécessaires antécédentes à lui pour qu'il puisse avoir un pouvoir causal. Il ne se le donne pas à lui-même. Il l'hérite, il en hérite. Il est dépendant sur ce plan. Tout membre est dans ce cas. Au sein d'une série infinie, évidemment, tout membre est dans ce cas. Tout membre dépend de conditions antécédentes pour obtenir, pour commencer à exister d'abord, et puis pour obtenir son pouvoir causal. On peut prendre l'exemple des dominos. Là, typiquement, Oui, on applique l'exemple des dominos à ça. On dit, bah, supposons qu'il soit possible qu'une série infinie de dominos puisse terminer aujourd'hui avec le dernier domino qui tombe. Or, dans une telle série, bah, tout membre de la série, tout domino qui tombe, hérite et transmet son pouvoir causal voilà. du Eh domino bien, antérieur. Mais aucun aucun domino ne domino dans tombe la série par n'a le lui-même. pouvoir causal en lui-même. Aucun Son domino pouvoir n'est causal est capable, intégralement reçu. voilà, aucun domino n'est capable de tomber tout seul. Bon, c'est un fait. Il faut qu'il soit fait tomber par un autre. Alors, de là, je dis, c'est la proposition 3, le pouvoir causal est une propriété agrégative. Alors, on va voir ce que ça veut dire. C'est écrit juste derrière. Pour qu'un tout ait du pouvoir causal, il faut qu'au moins une de ses parties en ait par elle-même. D'accord? Si aucun des éléments de votre tout n'a le moindre pouvoir, quel que soit ce pouvoir, hein, mais s'il n'en a absolument pas, le tout n'en aura pas, puisque vous ne ferez qu'additionner des zéros. D'accord? Donc, c'est une propriété que je nomme ici agrégative. On pourrait l'appeler expansive, ou, enfin bref, il y a des noms, il suffit de les choisir, mais l'essentiel, c'est de comprendre que le tout ne peut avoir la propriété que si au moins une des parties l'a par lui-même. L'a par elle-même, par exemple, cette propriété. Voilà. Alors, je pense qu'il en est ainsi du pouvoir causal, en conséquence de quoi, comme aucune des parties n'a par elle-même le pouvoir causal, par exemple les dominos n'ont pas le pouvoir de tomber tout seuls, eh bien, la série entière, qui est un tout, la série infinie, n'a pas par elle-même de pouvoir causal. C'est-à-dire que la série infinie des dominos n'a pas le pouvoir de faire tomber un domino. OK? Le problème, c'est que si cette conclusion est vraie, il y a contradiction avec ce qu'on avait admis par hypothèse au début, à savoir qu'une série infinie, essentiellement ordonnée, pouvait avoir de l'efficacité. Ben, elle ne peut pas. Aucun membre n'en a, en réalité. D'accord? Aucun membre n'en ayant, le tout n'en a pas. Si aucun des éléments n'a la moindre contribution causale par soi, eh ben, le tout n'en aura pas non plus. Et donc, on se rend compte que si la série est infinie, on a une série infinie de dérivations, mais de dérivations de quoi? Des dérivations de rien. C'est-à-dire que la série est censée finalement donner, transmettre quelque chose qu'elle n'a pas. C'est Oui, le bah, problème. typiquement, pour prendre un exemple concret, moi, je tiens mon existence de ma mère, enfin, de mes parents, qui eux tiennent leur existence de leurs parents, etc., etc. Et à chaque fois, on va dire, la causalité, la transmission de l'existence est transmise, mais aucun des membres de cette série, mais des générations, ne l'avait en elle-même. Elle a été transmise par les aïeux Voilà. précédents. Et donc, si on demande pourquoi est-ce que Mathieu existe, et qu'on répond bah, parce qu'il a été causé par ses parents, et qu'on repose la question, mais pourquoi est-ce que les parents de Mathieu existent? Parce qu'ils ont été causés par les parents, etc., etc. En fait, on fait que déplacer la question ad infinitum, Voilà. et on n'obtient jamais une réponse concrète à mon Voilà. existence ici et maintenant. C'est une réponse dérivée. Donc, c'est ce qu'on appelle une régression vicieuse.
Ouais. En logique ou en épistémologie, c'est pareil, hein, ça marche aussi avec les vérités. Vous voyez, quand vous voulez justifier une proposition en disant bah, cette proposition est vraie, vous pouvez donner un argument, et puis un argument à la faveur de cet argument, et puis encore un autre. Et si vous présupposez une série infinie de justifications, en fait, votre proposition n'est pas justifiée. Si vous dites ah bah il faudrait examiner un nombre infini de propositions pour voir le fondement de ma proposition, c'est une manière de dire qu'elle n'a pas de justification. Bon, donc ça marche un peu dans tous les ordres. Hein. Les régressions vicieuses à l'infini, c'est mauvais, de manière générale. Bon, alors on peut prendre un exemple amusant avec, par exemple, pardon de me répéter, mais un prêt d'argent, vous voyez. Si vous avez une série infinie de personnes rangées et numérotées, de P0 à P l'infini, la personne P0 qui est à côté de vous vous prête de l'argent, vous lui demandez d'où vient l'argent, elle répond qu'il lui a été prêté hier par P1, qu'il avait lui-même emprunté à P2, à vrai dire, qu'il avait lui-même emprunté la veille à P3, et puis vous dites, oui mais attends, c'est qui le créditeur? Ah, il n'y en a pas, c'est ad infinitum. Et là, vous ne pouvez pas croire votre interlocuteur, puisqu'en fait, aucun membre de la série n'a par lui-même la somme d'argent. Chaque membre est débiteur. Il pourrait l'être d'existence, par exemple, hein, c'est une image, mais ça marche aussi. Chaque membre est débiteur. Alors, en conséquence, c'est la proposition 5, on retrouve l'idée de tout à l'heure, le crédit n'émerge pas du débit. Hein. Donc, la série est débitrice. Pour qu'une série soit créditrice, il faudrait qu'il y ait un créditeur au moins dans le tas. Et il n'y en a pas. Donc, elle est débitrice, la série. Elle n'a pas la somme qu'elle est censée me transmettre là. Donc, contradiction avec 2. Donc, réduction à l'absurde de l'hypothèse. La série des prêteurs ne peut pas être infinie. Que je peux résumer voilà, de l'ensemble de cette présentation. Donc, si on résume, au début, on commence par remarquer que, il y a un lien entre le temps, le changement et la causalité. Et donc, que si une série causale est finie, comme la causalité, ça implique un changement et que le changement, ça implique un certain temps, eh bien, montrer la finitude du temps, ça revient à montrer la finitude de toute chaîne causale. Et donc, c'est ce qu'a essayé de faire Frédéric à travers deux arguments. Le premier argument de la poule et de l'œuf en montrant qu'une toute chaîne causale, qu'elle soit, enfin voilà, toute chaîne causale peut se réduire à une causalité circulaire si cette chaîne causale est infinie. Et le deuxième argument, c'était de montrer que une série causale infinie où il y aurait une dépendance terme à terme serait inefficace causalement et donc serait, selon les mots de Frédéric, impotente, incapable de transmettre le pouvoir causal. Et pour ça, il a donné l'exemple très parlant des billets d'argent qui ne peuvent pas se transmettre s'il n'y a pas un propriétaire, un émetteur initial, parce que justement, il y a une dépendance causale terme à terme. C'est la même chose pour la série des dominos, pour la série d'engendrement parent-enfant. Toutes ces séries causales sont en réalité essentiellement ordonnées, contrairement à ce que pensait saint Thomas d'Aquin. Et donc, ces séries essentiellement ordonnées ont forcément un premier membre, autrement elles seraient impotentes. Et donc, forcément, comme l'histoire de l'univers est une série essentiellement ordonnée, eh bien, elle a un premier terme et donc un premier événement, ce qui implique le commencement du temps. Voilà un petit peu, entre guillemets, le résumé de l'argument. Alors, évidemment, ça serait juste une première étape du calame. Donc là, on aurait montré que tout ce qui a commencé d'exister a une cause, or l'univers a commencé d'exister, donc l'univers a une cause. Et derrière, il y aurait un travail conceptuel, philosophique, qui peut se faire, qu'on a déjà fait dans nos écrits respectifs, pour montrer que la cause de l'univers doit nécessairement être immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire. Et on peut aussi donner des arguments pour montrer qu'elle est de nature spirituelle et libre. Donc là-dessus, on vous renvoie à nos écrits, on ne va pas le développer dans cette présentation. Mais en tout cas, c'était intéressant de trouver voilà, qu'il y a de nouveaux arguments qui sont proposés pour défendre la prémisse 2 du calame sur le commencement de l'univers. Et du coup, merci Frédéric d'être venu pour en parler sur cette chaîne. Bah, de rien, c'est un plaisir. Donc, à la prochaine fois pour la conclusion et l'analyse conceptuelle
Voilà, de la donc la cause. prochaine fois, peut-être qu'on abordera d'autres sujets sur la théologie naturelle et les arguments en faveur de Oui. l'existence de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et peut-être qu'on y répondra à l'occasion. Je vous remercie et merci à toi, Frédéric. À bientôt.